Hi, good morning, good afternoon, good evening, wherever this finds you in the world. Thank you for connecting. Bonjour, où que vous soyez dans le monde, nous vous accueillons pour cette heure et demie. Nous allons parler du renforcement de l'apprentissage du développement des jeunes enfants à grande échelle, le calcul des coûts et le financement de l'EPE dans le cadre des ASE et des PSE. Merci de vous joindre à nous. Avant que de commencer par la teneur de cet exposé, j'aimerais tout d'abord vous parler de quelques questions d'intendance. Et c'est la première fois Mmh, où nous passons par, pour moi, pour Kudo, donc un instant pour que vous sachiez comment nous faisons. Ce webinaire, est en interprétation simultanée en anglais, français et russe et il y a, donc, chacune de ces langues représentées. Si vous souhaitez suivre le webinaire, heu en votre langue, vous le pourrez. Il vous suffit de le suivre sur Floor, en bas de l'écran et u pour aujourd'hui, nous l'avons cette présentation sur la plateforme. Vous voyez donc sous l'onglet Documents, que vous allez avoir accès à cet exposé dans les différentes langues. Par exemple, un de nos exposants du Kyrgyzstan le fera en russe et nous allons suivre cet exposé qui sera en russe. Mais si vous souhaitez regarder la partie anglaise, n'oubliez pas de télécharger le document en anglais ou en français si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions ou des problèmes de connexion, envoyez-nous un email webinaire à globalpartnership.org, webinaire au gpe.org et nous avons également ensuite des questions-réponses après l'exposé. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos commentaires pendant tout ce webinaire pour que lorsqu'on en sera à à la séance questions-réponses, nous pourrons suivre vos questions, y répondre pour tout le groupe. Si cela ne fonctionne pas du côté message, envoyez donc un mail à webinaire@gpe.org et enfin, nous allons enregistrer cet exposé à la suite de cet exposé. Si vous souhaitez suivre ce webinaire, nous vous enverrons donc l'enregistrement, notamment par un lien, un hyperlien que nous vous enverrons. Encore une fois, merci de vous joindre à nous. J'espère que les instructions auront été claires et nous allons commencer maintenant. Je me présente, Christine McConnell, je suis la spécialiste de l'éducation pour l'EPE au GPE et je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. C'est donc un sujet qui me tient à cœur. Je suis chargée de BEL, c'est-à-dire l'amélioration de l'apprentissage du développement des jeunes enfants à grande échelle pour le GPE, et ce depuis 3 ans. Et je suis ravie d'arriver à ce point où nous pouvons enfin vous voir en ligne et des différents pays, dans les différents pays. Je vais vous faire un survol de ce qu'est le BELT. C'est une initiative ciblée du GPE depuis 3 ans pour renforcer. J'entends quelqu'un en ligne? C'est une initiative depuis 3 ans du GPE pour renforcer le financement et pour l'EPE, nous avons reçu donc un appui financier de plusieurs fondations, y compris la société, la fondation et cetera, pour appuyer le GPE et il y a plusieurs éléments. Appui technique pour l'EPE, appui pour le développement bien sûr
d'un cours en ligne pour l'EPE et la planification en la matière et j'imagine que vous êtes déjà au courant et c'est un partenariat avec l'UNICEF très solide où nous renforçons les capacités des pays et nous travaillons avec 4 pays ainsi que le développement de, ces différents cours. Donc ce travail, s'améliore. Encore une fois, c'est un travail qui a été lancé en 2019. Nous allons voir les outils dont se servent les pays, le grand public au Lesotho, notamment au Kirghizistan et nous sommes ravis d'avoir nos présentateurs aujourd'hui. Avant que de commencer, j'aimerais tout simplement prendre un instant pour, vous dire comment cela va se passer. Je vais faire un survol de la logique de Belz, mais ensuite, je passerai la parole aux équipes pays et si je ne prononce pas leur nom correctement, j'en suis désolé, mais pour l'équipe, si elle pouvait nous dire bonjour en quelques instants. J'ai le Kirghizistan, madame Baïmuratova, qui est chargée du département pour le ministère, de l'éducation au Kirghizistan. Merci. Une fois que nous aurons terminé l'exposé du Kirghizistan, nous passerons au Lesotho où nous verrons et entendrons madame Limeo, qui est directrice du plan au ministère de l'Éducation au Lesotho et Sotho Lisekiti, encore une fois désolé d'avoir écorché votre nom, qui est la directrice, de l'éducation de la petite enfance, encore une fois pour le ministère de l'Éducation. À la suite de quoi, nous entendrons Anna Nieto, qui vient du siège et Xiao Shenlin nous parlera également du même sujet. Bonjour à tous qui se joignent à nous pour ce webinaire et je vais vous passer la parole maintenant et nous suivrons votre exposé de qualité dans quelques instants. On vient de me rappeler de revoir les instructions, encore une fois, d'intendance. Si vous êtes un petit peu en retard, sachez qu'en bas à gauche de votre écran, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter pour ce webinaire puisqu'il est interprété et vous pouvez télécharger les présentations en PowerPoint dans les documents et passer par le chat ou les messages pour nous envoyer vos commentaires, vos questions destinées à l'équipe pendant ce webinaire et à la fin, nous aurons une petite demi-heure pour répondre aux questions. Voilà. Très bien. Je crois que je vous ai donné les grandes lignes. Alors, nous allons passer au Kirghizistan avant de passer au Lesotho et ensuite nous entendrons l'UNICEF qui nous donnera ses conseils pour ce financement et nous verrons la trousse à outils qui est en cours de développement et enfin nous aurons une petite demi-heure pour débattre de ce webinaire et que vous nous disiez ce que vous pensez de ces exposés. Diapositive suivante. Merci. Une petite minute maintenant pour vous donner une idée de la logique qui sous-tend cette initiative. Donc, la difficulté de l'EPE, c'est le plan en la matière. Nous savons que tous les plans de l'éducation appuyés par le GPE ont un volet EPE
et nous savons qu'il faudrait les renforcer et cela nous vient de quelques facteurs sous-jacents. Le premier étant une analyse exhaustive pour l'EPE, peut-être pas aussi solide que pour les autres niveaux de l'éducation et un plan plus faible pour les PE, encore une fois, qui n'est pas aussi solide que le reste. Ensuite, données de financement et des coûts. Les données ne sont pas toujours disponibles. Il est difficile de prôner un financement dans le budget et qui serait adéquat. Et pour nombre des pays avec lesquels nous travaillons, le département de l'EPE est en général plus petit, moins de personnel, ce qui mène à des plans sectoriels de l'éducation qui pourraient être plus solides si ce n'était le cas. L'objectif donc de Belge étant, il nous faut relever le profil de l'EPE et grâce à ce webinaire, c'est la partie essentielle du plan sectoriel ainsi que de la politique éducation. Nous espérons que ceci nous permettra un accès universel à l'EPE et ce, encore une fois, dans tous les pays. Et enfin, nous voulons nous assurer que le ministère de l'Éducation et d'autres ministères qui sont chargés de l'EPE sont bien équipés avec des connaissances, des compétences, des ressources sur la façon d'intégrer l'EPE dans les plans sectoriels ainsi que dans leurs projets. Les Belges existent dans 4 pays, le Ghana, Sao Tomé et Principe, Lesotho et au Kyrgyzstan, et ce depuis 1 an et demi. Donc ce sont 4 pays pilotes et c'est ici le deuxième webinaire qui porte sur les études de cas des pays. Nous avons eu le Ghana et le Sao Tomé il y a quelques mois et aujourd'hui, nous allons donc suivre les autres pays pour le Kyrgyzstan, le Lesotho, comment ils ont bénéficié des ressources de Belge pour le développement de ce programme. Je vais maintenant passer la parole. Désolée, je vais écorcher votre nom. La directrice du département pour le ministère du Kyrgyzstan de l'éducation pour nous parler de l'expérience de son pays. Merci. Bonjour à tous, chers collègues. Je suis ravie de vous voir tous et j'aimerais vous remercier de cette opportunité pour pouvoir partager notre expérience au Kyrgyzstan. Lorsque l'on parle du renforcement des capacités et du calcul des coûts et du financement dans le cadre de l'élaboration du PSE, il s'agit bien sûr de l'éducation de la petite enfance. Lorsque l'on regarde le sous-secteur de l'EPE, voici l'image qu'on en a. Depuis 10 ans, nous avons réalisé de grands progrès dans l'amélioration de l'éducation de la petite enfance et nous avons aujourd'hui un taux de pénétration de l'EPE par des programmes. En 2010, nous avions environ 19% des enfants qui étaient en mesure d'aller à l'école et de suivre ces services. Aujourd'hui, nous sommes à 39% de l'ensemble des enfants de 3 à 5 ans qui bénéficient de ces mêmes services. Et pour BELS, la démarche de renforcement des capacités a permis d'enrichir les connaissances et de renforcer les capacités nationales au niveau de la planification et de l'investissement pour la mise à l'échelle d'une EPE inclusive et de qualité. Avec l'aide de l'UNICEF, nous avons tenu plusieurs séminaires et ateliers
et nous avons participé au premier séminaire de BELT. Nous avons analysé les points faibles et les points forts de notre secteur EPE et nous avons déterminé des objectifs pour l'EPE ainsi que son financement pour permettre aux enfants heu, d'avoir de meilleurs antécédents d'éducation et pour que les ministères développent des objectifs au niveau local, sous-local et national. L'objectif de cet atelier consistait à renforcer les connaissances et les capacités de nos participants pour réaliser des analyses plus appropriées ainsi que des prévisions. Et ceci nous a permis également de d'avoir, une allocation de dépenses ciblées et de plaider en faveur d'une plus grande efficacité pour ces mêmes dépenses pour une EPE de qualité et pour faire de l'EPE un investissement prioritaire de l'État. Nous différents représentants des ministères ainsi que le ministère des Finances, du Développement économique et de l'Éducation qui ont participé à ce séminaire. Il y a également eu plusieurs participants qui étaient des représentants, des centres de l'EPE, les directeurs notamment de ces écoles et de ces centres, des comptables, des spécialistes du ministère de l'Éducation, car, la le budget du pays comprend l'EPE et ceci vient, des ressources humaines principalement dans ce budget. En raison de cet atelier, nous avons dégagé des recommandations essentielles. Nous avons noté que si pour le système budgétaire, pour le sous-secteur préscolaire, l'on devrait avoir, une meilleure idée, de l'utilisation des fonds et de leur planification. Il nous faut améliorer, renforcer l'efficacité, de la communication interministérielle. Alors que nous coordonnons, et planifions les budgets pour l'EPM. Dans notre pays, l'éducation est l'un des domaines qui reçoit le financement le plus important dans le budget national, mais il nous faut encore, réaliser des analyses, heu, de l'efficacité d'utilisation de ces fonds disponibles. Il nous faut également établir des mécanismes pour une analyse systémique, pour, tirer les, les chiffres pour le financement de l'éducation, les ressources, le financement de l'EPE. Eh bien, nous avons des fonds qui nous viennent du budget de l'État, d'autres qui nous viennent, des gouvernements locaux qui sont responsables, de la maintenance des bâtiments et également pour l'alimentation des enfants. Et nous finançons également BELT et les parents, bien sûr, financent également car, ils payent pour, la maternelle pour les enfants ainsi que, bien souvent, l'alimentation. Nous avons, après l'atelier engager un expert conseil pour élaborer une proposition concernant les changements pertinents à apporter à la planification et nous avons été en mesure de développer des suggestions pour un plan renouvelé à partir d'une démarche économiquement faisable et nous avons suivi ces suggestions comme suit. Quant aux résultats, le financement qui devait s'appuyer et le financement par tête, par habitant devrait s'accompagner d'un suivi de l'exécution du budget
et ce qui nous donnera un accès équitable au système et attirer des investissements supplémentaires. Le ministère de l'Éducation a passé en revue cette proposition et a tiré une stratégie de développement de l'éducation, un projet tout du moins, et ce jusqu'en 2040. Et grâce à l'UNICEF, un consultant extérieur a été engagé qui a été en mesure de passer en revue le budget et de fournir des recommandations concernant les améliorations possibles et ainsi que les conclusions principales. Les recommandations qui sont ressorties de cet atelier seront diffusées au sein du ministère de l'Éducation en vue de l'élaboration de politiques et de pratiques de financement requises pour le secteur préscolaire. Et nous aimerions également vous donner nos priorités, nos défis et les objectifs stratégiques dans notre pays. Nous avons un programme d'unité de création, unité, confiance et création qui va jusqu'en 2022 et le ministère a été chargé d'améliorer la couverture des services, d'éducation pour arriver à 80 de nos élèves. La stratégie nationale de 2018-2040 comprend des priorités à cet égard. Donc, tous les garçons et toutes les filles ont accès à des services de développement de la petite enfance, à des soins et à une éducation préscolaire de qualité. Le, le ministère des Finances y prend part, sera chargé de suivre la gestion de la performance des fonds affectés. La Cour des comptes est également chargée de faire l'audit de la stratégie de la performance du budget et la stratégie de développement de l'éducation jusqu'en 2040 relèvera de la couverture de 80 grâce au budget de ce programme. Et enfin, les organismes locaux seront chargés des prévisions des dépenses budgétaires locales. Les institutions pour le PE amélioreront leur efficacité, ce qui sera fondé sur une planification axée sur les résultats, ce qui mènera à des économies, une meilleure budgétisation et dans les enseignements tirés. Nous avons indiqué que les organisations d'OPE définissent leurs besoins financiers en septembre, alors que les prévisions budgétaires du ministère de l'Éducation pour l'année à venir sont établies en août. Il existe donc un décalage entre la mesure des besoins réels des écoles et les financements alloués, ce qui peut conduire à des dépenses inefficaces dans certaines écoles. L'évaluation de la qualité de l'exécution du budget du ministère de l'Éducation est basée sur le degré d'atteinte des objectifs de dépenses et non pas sur une analyse coût-efficacité. Ce choix engendre une distorsion dans le recours aux mesures incitatives au ministère. Le financement par élève n'est pas une panacée. Les formules de financement par élève mal ficelées peuvent réduire l'efficacité et creuser les inégalités. Il convient de porter attention au choix d'une formule répondant le mieux aux besoins locaux. Grâce à l'initiative Belgia's démarche, nous nous rapprochons de notre ambitieux objectif de 80
des élèves inscrits au préscolaire d'ici 2022 et ensuite l'accès universel au préscolaire peu après. Merci mille fois de m'avoir, écouté, de m'avoir suivi et bien sûr, je répondrai aux questions si vous en avez. Nous aimerions en savoir davantage. Alors, nous en parlerons tout à l'heure. Maintenant, nous allons parler, du Lesotho et nous répondrons à toutes vos questions concernant l'expérience, du Kirghizistan. Envoyez-nous vos questions par message et nous les aborderons, nous y répondrons au moment des questions-réponses. Je vous rappelle, encore une fois, n'oubliez pas, d'allumer votre vidéo quand vous faites votre exposé, alors que tous les autres peuvent éteindre leur vidéo. Je passe maintenant la parole au Lesotho. Nous avons nos collègues, Dene Ouettini, qui est, directrice du plan pour l'éducation au Lesotho et Mseki, désolé d'écorcher votre nom, PDG du programme de développement de l'EPE et de l'éducation de l'EPE au ministère de l'Éducation. Voilà, je vous passe la parole maintenant pour votre exposé, si vous voulez bien. Chers collègues, nous allons nous rebrancher pour la bonne raison que nous avons eu un petit problème de connexion. Est-ce que nous sommes en connexion avec le Lesotho? On vient de perdre la connexion, mais nos collègues vont revenir dans quelques instants. Alors, quelques instants, nous allons repasser à nos collègues dans quelques instants, une fois qu'elles seront branchées ou en ligne à nouveau. Très bien, Fred, vous allez devoir commencer dans l'intérêt du temps et j'espère que la connexion avec le Soto va s'améliorer et on pourra entendre directement ce qu'ils ont à nous dire. Très bien. Alors, encore une fois, bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Je m'appelle Frédéric et je travaille pour l'UNICEF et je soutiens le ministère de l'Éducation au Lesotho et de la formation. Et je voudrais commencer la prononciation par vous faire le survol de la situation à Lesotho à l'heure actuelle. Il n'y a qu'un seul établissement d'enseignement primaire sur 5 qui a des cases d'accueil qui offrent un accès gratuit à un an d'éducation préscolaire dans tout le pays. Le reste est fait par des établissements préscolaires privés, mais le ministère investit dans les classes de réception, les classes d'accueil. Alors, donc, de 1 sur 5, le gouvernement veut étendre cette politique à tous les établissements. Donc ça, c'est en fait ce que l'on veut faire, ce que le ministère veut faire, mais la mise en œuvre, en fait, est un petit peu à la traîne. Donc, au mois de juillet 2019, l'ancien ministre de l'Éducation et de la Formation a
L'interprète s'excuse, mais il y a des interférences. Si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Je crois que vos collègues du Lesotho ont pu se connecter. Allez-y, vous avez la parole donc. On peut vous entendre, allez-y. Madineo, allez-y, nous vous entendons. Madineo, vous êtes connecté? Oui, oui, nous sommes connectés, effectivement. Allez-y. Allez-y, Medineo, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci, Frédéric. Où en êtes-vous? Je mentionnais que l'ancien ministre de l'Éducation du Lesotho s'était engagé à avoir l'instauration à grande échelle de classes d'accueil l'année dernière et c'est en fait là où le projet BELT a démarré au Lesotho. Très bien, merci. Donc, je vais prendre à partir de là. Est-ce que nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, cette stratégie est maintenant une priorité clé de notre plan sectoriel de l'éducation et les informations essentielles qui sont nécessaires pour une mise à l'échelle, eh bien, je voudrais vous en parler. Il y a un certain nombre de questions, de problématiques qu'on doit considérer. Je vais commencer tout d'abord par l'infrastructure. Comment allons-nous pouvoir construire ou procurer les 1242 salles de classe qui sont nécessaires? Dans notre cas, nous avons des classes qui sont dans d'autres classes, bien sûr dans d'autres écoles, mais il y a 1242 classes dont on a besoin pour rattacher aux écoles primaires. Deuxième chose, c'est bien sûr les enseignants. Nous n'avons qu'une seule institut de formation pour les enseignants au Lesotho. Comment est-ce que cet institut de formation va pouvoir augmenter sa formation pour pouvoir produire les nombres d'enseignants préscolaires? Il faut bien sûr aussi voir la capacité de gestion. Est-ce que nous avons les structures, les protocoles et la capacité humaine au sein du ministère pour pouvoir mettre en œuvre et pour pouvoir avoir une mise à l'échelle tous ces besoins. Ensuite, combien est-ce que ça va coûter? Ça, c'est une considération qui est très, très importante. Et en dernier lieu, est-ce qu'il vaut mieux faire ça en 3, 5 ou 7 ans? Et avec chaque choix, bien sûr, eh bien, quels sont les coûts qui sont attachés à ça? Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant considérer le modèle de simulation et comment il a été créé. Il a été développé grâce à l'appui de l'UNICEF et le modèle de simulation est un modèle exhaustif. Nous avons ça sur Excel et des collègues pourront vous l'envoyer plus tard. Je voudrais maintenant parler de ce qui se passe quand on a développé ce modèle. Nous avons dû considérer certains divers scénarios. Donc, par exemple, est-ce que nous allions prendre 3, 5 ou 7 ans pour pouvoir faire une mise à l'échelle ou avoir une expansion? Combien d'enfants allaient être par classe, etc. Notre modèle utilise un certain nombre de suppositions et par exemple, le nombre de classes qui existent déjà dans les écoles primaires, y a-t-il un pourcentage, est-ce qu'ils sont utilisés par les enfants? Y a-t-il des meubles? Y a-t-il des sanitaires? Il y a aussi
le nombre, l'année quand les enseignants avec un diplôme d'éducation de la petite enfance vont pouvoir être formés et aussi les salaires qui vont être nécessaires pour payer tous ces nouveaux enseignants. Alors, les paramètres, au-delà de tout ça, nous avons considéré les coûts. Chaque activité s'attache à un coût. Quel est le coût des classes? Est-ce que l'on va construire les classes? Est-ce que l'on va les réaménager, etc. Et donc, il faut savoir quels sont le coût pour les jardins d'enfants, pour les tout petits, pour les sanitaires. Est-ce que l'on va les réaménager ou en construire de nouveaux? Même chose pour les fournitures scolaires, ainsi que, bien sûr, ce qui est inévitable, le coût des salaires, encore une fois, pour les inspecteurs et qui vont pouvoir faire un suivi, ainsi que les salaires des enseignants. Et le coût, bien sûr, des cantines scolaires. Dans les écoles primaires, les enfants sont nourris, ce qui veut dire que nous allons devoir avoir un budget pour cela. Toutes ces considérations ont amené à des prévisions, à savoir en termes des coûts et quel est l'impact en ce qui concerne l'amélioration de l'accès à l'éducation préscolaire pour les enfants les plus vulnérables dans le pays. Ma collègue maintenant va nous parler de la simulation qui va montrer les coûts ainsi que les prévisions et les impacts prévus. Médina, à vous. Bon après-midi à tous. Bonjour. Et bonne soirée pour ceux qui qui sont en début de soirée. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Cette diapositive indique les investissements qui sont nécessaires pour une mise à l'échelle des salles d'accueil, des classes d'accueil, à tous les établissements scolaires primaires dans le pays sur 5 ans. Ce qui est en bleu montre le coût total, donc l'investissement en capital sur 5 ans. Donc, c'est un coût, ce sont les coûts d'infrastructure qui comprend la construction de nouvelles classes d'accueil, la réhabilitation, la restauration de classes qui existent déjà et des structures en préfabriqué pour les classes. Comme ma collègue l'a indiqué, l'ancien ministre de l'Éducation et de la Formation, le professeur Rapapa, s'était engagé au mois de juillet 2019 à construire environ 1242 classes d'accueil. Ce qui veut dire qu'il allait y avoir une augmentation des coûts à 140 millions Malouti. Comme vous le voyez, en ce qui concerne l'impact, il y a des coûts récurrents. Première année, il y a une augmentation la première année. En fait, les coûts récurrents semblent être plus bas, mais comme vous le voyez, il y a une augmentation de ces coûts sur 5 ans. Ces coûts récurrents représentent en grande partie les salaires des enseignants, la formation de ces enseignants. À Lesotho, il y a peu d'enseignants qui sont formés tous les ans. Et donc, le rythme de la formation de ces enseignants, des enseignants de préscolaire,
est importante et c'est la raison pour laquelle vous voyez sur le graphique que les coûts récurrents continuent à augmenter au fil des ans. De même, sur le graphique suivant, en bas, le graphique suivant en bas montre que l'augmentation prévue en ce qui concerne l'augmentation des inscriptions des enfants de 5 ans, vous voyez donc qu'il y a un impact positif. Tous les ans, vous voyez qu'il y a une augmentation progressive des inscriptions. Le bleu montre qu'à l'heure actuelle, nous avons 10% d'inscriptions d'enfants de 5 ans qui sont donc inscrits à des programmes préscolaires. Et d'ici 2030, nous espérons que nous pourrons atteindre 41%, qui est donc notre cible. Comme ma collègue l'a mentionné, il y a aussi des centres privés, des centres d'éducation privée au Lesotho. L'inscription est de 16% pour les enfants de 5 ans. Donc 16% des enfants vont dans les écoles privées. Et nous anticipons que l'inscription augmentera jusqu'à 26% en ce qui concerne les inscriptions dans les écoles privées. Nous espérons que d'ici 2030, nous atteindrons une inscription des enfants de 5 ans de 67% en 2030. C'est-à-dire, nous aimerions réaliser les cibles de l'ODD 4.2. Alors, pour revenir à la même diapo, si nous revenons au premier graphique, à savoir le coût de la construction des classes. Vous voyez cette ligne sur le graphique qui fluctue, qui change et qui passe de 3% à 4,5% en ce qui concerne le budget annuel de l'éducation. Et vous avez une ligne en pointillé, en jaune, qui montre les allocations, l'enveloppe budgétaire actuelle pour l'éducation de la petite enfance, qui représente environ 0,4%. Donc, pour pouvoir avoir une mise à l'échelle de ces classes d'accueil tous les ans, le ministère devra attribuer 4 à 5% du budget pour construire ces classes. Diapositive suivante. Alors, tout ce travail a été fait par le ministère avec le soutien de l'UNICEF et de l'initiative BELD en 2019 ou début 2020. Bien sûr, nous savons que la pandémie a impacté les classes et la fermeture, mais le ministère est toujours engagé à mener à bien le travail qui a été commencé au début de l'année dernière. Le projet BELS a créé un énorme élan, une impulsion pour pouvoir transformer le PE et à contribuer. Et donc, nous avons mis sur pied donc en mois de juin 2019 un atelier pour le PE. Nous avons travaillé ensemble pour discuter quelles étaient les carences du sous-secteur et nous avons convenu d'une stratégie
pour savoir comment aller de l'avant pour pouvoir combler ces carences. Donc, comment allons-nous procéder? Dans cet atelier, on a planté les décors ou donné le contexte. On a planté les décors donc pour donner un environnement propice. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est produit pendant l'atelier qui s'est tenu au mois de juin 2019. Les parties prenantes ont créé un groupe de travail pour le PE qui est une nouvelle plateforme nationale de coordination pour les problématiques de l'EPE. Deuxièmement, il y a aussi une plateforme qui a été créée pour le plaidoyer qui a demandé une augmentation de l'allocation budgétaire destinée au sous-secteur. Il y a eu aussi, on a déterminé qu'il y avait un besoin de renforcer les capacités à tous les niveaux du ministère jusqu'au niveau local. Et ma collègue a mentionné qu'il n'y a qu'un seul institut de formation des enseignants au Lesotho et nous pensons qu'il est donc nécessaire de renforcer la formation des enseignants. Alors, diapositive suivante. En dernier lieu, nous aimerions vous faire part des enseignements que nous avons tirés de notre expérience. Le BELS, développer un modèle, nous a en fait facilité notre travail et aussi pour le plan du secteur de l'éducation. Les discussions que nous avons eues l'année dernière ont orienté la révision de notre PSE. La mise à l'échelle des classes d'accueil est en fait une priorité clé en termes d'investissement dans le plan du secteur de l'éducation. Deuxièmement, il est très important de créer et de renforcer un environnement qui sera propice. Nous avons déjà un groupe de travail sur l'éducation de la petite enfance. C'est un groupe qui a donc été créé. Et nous avons bien sûr la nécessité d'avoir une affectation budgétaire. Et nous avons déterminé qu'il y a un besoin de renforcer les capacités dans toutes les activités convenues. En dernier lieu, à Lesotho, l'EPE est séparé du travail plurisectoriel sur le développement de l'éducation des enfants et il y a un petit peu de confusion entre les deux termes. Donc EPE et ECD. Et
donc, BELS nous a permis de séparer les deux et d'éclaircir le fait que l'EPE fait partie du développement de la petite enfance et qu'il faut avoir une préparation à l'école, des enseignants formés, une préparation au cursus, etc. Grâce à BELS, nous continuons à parler avec les parties prenantes sur l'EPE avec une focalisation sur l'éducation de la petite enfance. Et donc, le développement et la protection de la petite enfance inclut l'éducation et la santé. Là, ce sont donc les enseignements que nous avons pu tirer de notre expérience. Nous ne faisons ça que depuis quelques mois seulement et nous sommes très heureux du soutien que l'UNICEF nous a donné et nous voulons inclure cette mise à l'échelle des classes d'accueil dans le PSE et nous espérons que dans les 2 années à venir, nous pourrons, grâce à un financement, offrir l'accès gratuit à tous les enfants en termes d'éducation préscolaire. Je vais terminer ici et ma collègue et moi-même serons tout à fait heureuses de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'entendre l'expérience du Lesotho. Merci. Merci, Bomé. C'était en fait très utile d'entendre l'expérience du Lesotho. Pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît, maintenant? Je pense que nous avons énormément de retour de son. Merci. Merci beaucoup. Alors, formidable d'entendre ce qui s'est passé au Lesotho. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui nous sont envoyées. Nous avons 60 participants qui sont aux 4 coins du monde et qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire. Et on voit déjà certaines questions dans les messages et nous allons y répondre pendant la séance questions-réponses. Mais y a-t-il d'autres questions qui ont trait à l'expérience du Kyrgyzstan ou du Lesotho en attendant? Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à les envoyer dans cette boîte message et nous soumettrons ça aux 2 pays dans quelques minutes. Sans plus attendre, je vais maintenant demander à Sao Cherling et Catherine Moore de l'UNICEF de nous parler un petit peu du BELS. Comme je l'ai mentionné dans ce webinaire un peu plus tôt, nous avons 4 pays pilotes avec lesquels nous travaillons et qui travaillent avec l'UNICEF. Dans le cadre du BELS, c'est ces derniers 18 mois pour développer les capacités, les connaissances dans le pays. Mais nous aimerions partager ça d'une manière mondiale, sur une plateforme mondiale. Et donc, Sao Chen et Cathy vont nous parler de ça pour que nous puissions voir ce qu'on pourrait anticiper à l'avenir et quel genre de ressources dont nous pourrions bénéficier à l'avenir. Merci Christine. Et je remercie les présentateurs du Kyrgyzstan et du Lesotho. Je m'appelle Cho Chen, je suis officier d'éducation à l'UNICEF et je fais partie de l'initiative BELS depuis le début et donc c'est formidable de pouvoir accompagner les pays dans leur cheminement. Ma collègue Kelly Moore est aussi en ligne avec moi et nous travaillons ensemble à l'heure actuelle pour développer une boîte à outils mondiale pour l'EPE visant à renforcer l'EPE dans les processus de planification sectorielle. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous faire part de certaines réflexions sur les expériences des pays comme le Lesotho ou le Kyrgyzstan. Donc, encore une fois, tout d'abord, merci de ces présentations. Et donc, de la perspective mondiale, si on travaille avec le GPE sur cette belle initiative, sur cette initiative belle, nous voyons que du point de vue du coût et de l'investissement, c'est dans les pays belges, eh bien, c'est très prometteur en termes de résultats. Intégrer et rendre l'EPE beaucoup plus visible et
l'expérience du Kyrgyzstan et du Lesotho, et c'est qu'en fait, il y a un engagement spécifique dans des points stratégiques du cycle et cela donne l'opportunité de renforcer la capacité, le renforcement des capacités dans le secteur de l'EPE, mais aussi pour promouvoir une redevabilité et une appropriation. Et ça, c'est clé pour l'EPE. Donc, nous voulons féliciter le leadership et toutes les équipes de pays de l'EPE pour s'être embarqués dans cette initiative de BELTS. Un point essentiel de ce BELT, c'est en fait d'avoir un outil, une boîte à outils mondiale qui a été mentionnée, ça c'est essentiel. Et donc, cette boîte à outils vise à soutenir les parties prenantes, les partenaires, pour qu'on puisse, ça peut donc être les planificateurs, la société civile, les partenaires au développement, pour permettre à ces parties prenantes de renforcer leur analyse et leur planification de l'EPE dans le contexte des processus de planification du secteur, mais aussi pour la planification. Donc ça, c'est une boîte à outils qui sera pertinente avec 2 outils sur le financement et les coûts. Le chiffrage des coûts, indicateur de coûts avec variable de financement et ceci fait que il y aura donc, ce sera donc beaucoup plus spécifique avec les indicateurs qui indiqueront comment on peut faire des estimations en suivant les données. Et ces indicateurs, en général, font partie de l'analyse du secteur de l'éducation, mais ils sont aussi très importants à comprendre parce qu'ils orientent les prévisions, le chiffrage des coûts pour différentes prestations, ainsi que différents critères dans le cycle de planification. Donc, le deuxième outil dans cette boîte à outils s'appuie sur cette liste d'indicateurs clés pour montrer comment les parties prenantes de l'EPE utilisent ces indicateurs pour orienter ces modèles d'EPE. Cet outil inclut des informations sur le type de modèles de simulation EPE qui peuvent être utilisés, quand ils peuvent être utilisés et comment communiquer des aspects clés du sous-secteur de l'EPE avec les personnes qui chiffrent et qui planifient donc dans le cadre de ces simulations. Donc, c'est un outil qui donne des exemples de simulations, y compris ce qui a été utilisé par le Lesotho. Il y a donc différentes utilisations en termes de chiffrage et qui s'appliquent aux différents pays. Donc, cette boîte à outils mondiale va être lancée au mois d'octobre, on l'espère, sur une plateforme mondiale. Et dans les 2 années qui viennent, on va ajouter plus d'outils qui vont se focaliser sur les aspects de mise en œuvre et en ce qui concerne les plans de l'EPE et renforcer l'éducation de la petite enfance pendant les revues du secteur de l'éducation. Si cela vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur cette boîte à outils et comment l'utiliser, nous allons partager différentes informations dans les communications qui suivront ce webinaire. Et peut-être, Kelly, je vais vous donner la parole si vous voulez ajouter quoi que ce soit. Merci, Sao Chen. Merci. Je voulais juste ajouter que nous serions très heureux d'avoir des partenaires pour la phase suivante du KICS et de BELTS pour nous aider à piloter l'utilisation de ces outils dans différents contextes nationaux, avoir un retour d'information pour renforcer les aspects financiers dans le secteur de l'éducation, de la planification et de l'analyse de l'EPE, tout outil qui serait nécessaire, outre ce que Sao Chen a déjà mentionné. Donc, nous serions très heureux d'avoir vos commentaires et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer en revue ces outils que nous aurons un peu plus tard. Katie, so back to you, Kristen. Christine, vous avez la parole à nouveau. Ravi d'entendre les progrès qui ont été réalisés pour cette trousse à outils. Ce sera intéressant au niveau international. Alors maintenant, Madame Nieto, qui est spécialiste de l'éducation de l'UNICEF et qui va nous parler ou tout d'abord nous donner des idées sur la mise à jour du guide de l'UNICEF en la matière. Anna, je vous passe la parole.
Merci mille fois, Christine, de cette présentation et à nos collègues de ces exposés très intéressants. Je vais saisir l'occasion de vous parler du travail de l'UNICEF depuis quelques années en ce qui concerne le financement public de l'EPE et son développement. Et je reprendrai ce que notre collègue du Lesotho nous a dit il y a quelques instants sur l'importance de la préhension de cette TPE, c'est-à-dire développement, exhaustivité, différents secteurs doivent participer pour nous assurer de donner tous les services nécessaires aux enfants. Mais il est très important de comprendre plus précisément que chaque secteur a un rôle dans ce secteur, y compris le travail des ministères de l'éducation pour fournir une éducation préscolaire à tous les enfants. Donc, nous avons un guide qui a été élaboré il y a quelques mois et qui appuie les efforts par les pays pour obtenir des résultats durables à de grande échelle dans ce domaine, y compris en matière d'apprentissage précoce, c'est-à-dire l'EPE. Il comprend 5 chapitres. Les deux premiers donnent la toile de fond et expliquer quels sont les services essentiels pour les enfants pour se développer. Et explique également quels sont donc l'apprentissage précoce et ensuite quels sont les grandes questions qu'il nous faut aborder pour pouvoir régler le problème du financement des services de l'EPE. Et nos collègues aujourd'hui, d'ailleurs, ont fort bien réussi en illustrant les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier étant des priorités budgétaires inférieures, ce qui a été expliqué par le Kyrgyzstan, l'autre étant la difficulté à laquelle nous sommes confrontés pour les engagements budgétaires au niveau national, sous-national, décentralisé. Enfin, la difficulté pour nous assurer que ces affectations budgétaires non seulement sont suffisantes, mais également équitables et efficaces. Après vous avoir donné la toile de fond, le guide au chapitre 3 porte sur l'importance de la préhension de l'économie politique dans les pays où nous nous trouvons pour comprendre comment les budgets sont développés, quels sont les principaux points pour les décideurs, qui sont les principaux acteurs dans ce contexte, ce qui nous permettra donc d'avoir un outil analytique pour prôner l'éducation de la petite enfance et également la planification et la budgétisation des politiques en la matière. Le quatrième chapitre porte sur les principales mesures à prendre pour régler toutes ces questions dont je viens vous parler en ce qui concerne l'efficacité des dépenses, équitable également et une affectation suffisante. Pour nous, il est très pertinent dans ce guide de voir quelle est l'importance d'appuyer les plans de budgétisation ainsi que leur soumission au ministère des Finances pour améliorer les possibilités de financement de l'EPE et de ses services et améliorer les transferts aux zones désavantagées. Donc, c'est là la question d'une distribution équitable des fonds. Et enfin, la dernière section, le chapitre 5, porte différents outils d'analyse et d'études de cas pour décrire comment avoir des données probantes aux fins de travail de plaidoyer, de préparation du budget et de prise de décision. On y parle des outils analytiques, de définition des coûts, analyse du budget, dépenses publiques et leurs revues, pour faire en sorte que ces outils aient un objectif, différents objectifs et serviront à différents moments du cycle de planification du budget. Des outils sont bons pour la planification, alors que d'autres seront plus utiles pour les gouvernements lorsque la planification a déjà été réalisée et que l'on va dans le sens de la mise en œuvre et de la phase donc de réalisation. Nous voulions également vous parler des liens entre le guide des ressources mondiales du financement public pour le développement de la petite enfance et l'initiative belge Ça trousse à outils. Le message étant que ces deux ressources peuvent être utilisées
dans le cadre d'une stratégie de renforcement des capacités de gestion des finances publiques pour améliorer les capacités des, des membres du groupe de travail technique sur le PE. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le guide est en fait un document qui fournit des connaissances fondamentales, des concepts essentiels qui permettront au groupe de travail de mieux comprendre les concepts approfondis et les outils qui sont présentés dans la trousse à outils BELS. Pour faire court, j'ai choisi 2 exemples des synergies entre ces 2 documents, c'est-à-dire la trousse à outils et le guide mondial pour le financement de l'EPE. Alors, tout d'abord, je vous ai parlé tout d'abord de la définition des coûts. Le guide explique l'estimation des coûts, quand s'en servir de ce guide, pourquoi, comment, et ce qui sont de bonnes pratiques qui peuvent servir pour aborder ces différents outils. Voilà. Il est important de dire tout d'abord que nous soulignons que l'estimation des coûts doit correspondre aux objectifs. Il y a des estimations qui sont fort bien appliquées à la politique, où on essaie de comprendre les différentes options de politique que l'on peut envisager. Et l'on essaye d'équilibrer les contraintes d'un côté et les différents résultats que l'on souhaite réaliser. Un bon exemple de ce type d'estimation pré-politique, c'est l'étude de cas du Monténégro, inclus dans le guide, qui illustre le processus du gouvernement du Monténégro pour améliorer la couverture des programmes de PE. Et l'on a découvert que cette couverture ne couvrait pas les zones marginalisées, c'est-à-dire rurales du nord du pays, et pour comprendre les différentes modalités de prestations qui sont disponibles pour améliorer cette couverture de tous les enfants. Donc, des études d'efficacité des coûts, des modalités, c'est ce qui a été réalisé. Et cette étude a démontré quelles étaient les concessions entre un programme ordinaire de prestations et une option d'une demi-journée qui aurait une expansion graduelle et qui serait plus abordable. Les résultats de cette étude ont été fort bien reçus et ont servi pour circonstancier la politique nationale sur l'EPE et l'éducation préscolaire dans le pays. Et le pays a aujourd'hui connu des progrès dans ce projet d'amélioration de la couverture. Autre catégorie d'estimation, et c'est décrit dans le guide, c'est tout ce qui est fait hors politique, c'est-à-dire qui définissent les objectifs et les interventions spécifiques qu'un gouvernement souhaiterait exécuter pour fournir une éducation préscolaire aux enfants. Et ensuite, l'on y voit les détails des intrants, des activités qui sont nécessaires, qu'on doit inclure. Et l'exemple que notre collègue du DeSoto nous a présenté a été le meilleur en la matière. Diapositive suivante. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler porte sur un autre outil qui se trouve dans le guide d'ailleurs. Il s'agit des évaluations locales qui appuient les processus de budgétisation provinciaux. Le message étant que dans certains contextes, les services, y compris la prestation d'éducation préscolaire, le guide vous explique comment nous avons de meilleures données pour mieux comprendre comment les fonds passent du niveau central au niveau provincial ou local et quels sont les points de données dont on pourra se servir. Dans certains pays qui ont ce processus et vous verrez que peut-être qu'on peut s'en servir des comptes nationaux de l'éducation pour recevoir des informations, pour mieux comprendre encore une fois le processus, comment se servir de toutes ces données pour appuyer
de meilleures informations qui nous permettront de voir exactement comment ceci s'applique au niveau central. Le lien entre les outils BELTS et que ces informations pourront appuyer une préhension fondamentale de la façon dont l'estimation et le financement par BELTS peuvent être appliqués au système central. Voici les deux exemples que je voulais vous donner, mais je vous invite vivement à télécharger ce guide par le lien que je vous ai montré à la première diapositive, mais également disponible sur le site de l'UNICEF. Merci mille fois. Merci, ravi de mieux connaître cet outil et les liens par rapport à BELTS. Comment on peut se servir de ces deux outils? Eh bien, le moment est venu de passer aux questions-réponses dans notre webinaire. J'aimerais donc maintenant voir quelles sont ces questions supplémentaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 60 participants du monde entier, ce qui est très intéressant. Et déjà, les questions nous arrivent par la fonction message. Si vous voulez bien nous envoyer toutes vos questions par le biais des messages. Question rapide que je vais passer à l'UNICEF, où il y a plusieurs questions également pour le Kyrgyzstan et le Lesotho. Alors, pour le siège de l'UNICEF, les participants souhaitent mieux voir cette trousse à outils, comment y participer, comment passer en revue ces outils, quelle est la meilleure façon de procéder de leur part. Nous avons, à l'heure actuelle, nous sommes en cours de développement de ces outils. Et ceci va continuer jusqu'au 3 juillet. Ensuite, nous aurons une phase de validation, recette, et ensuite, ce sera mis en octobre ou novembre sur la plateforme pour que l'on puisse les essayer. Je je peux peut-être vous donner les projets, mais les premières outils, mais les premiers de ces outils, mais je vous donnerai donc tous les détails dans le chat si vous le souhaitez. Si vous me donnez vos coordonnées, donnez-nous vos emails pour que nous puissions faire le suivi par voie email sur ces outils. Merci. Merci, Katie. Équipe pays, la première question est posée aux deux équipes pays. Question étant, que faire différemment, à votre avis, étant donné Belge, si vous deviez repartir à zéro, si vous deviez revenir il y a un an et un an et demi de cela, qu'est-ce que vous feriez de façon différente quant à l'estimation des coûts et aux décisions? Et deuxième question pour le Kyrgyzstan. Vous avez présenté la transition des intrants aux extrants pour les plans de financement avec le suivi budgétaire. Pourriez-vous nous donner quels sont les indicateurs de résultats dont vous vous servez pour ce suivi? Est-ce que ça serait utile pour d'autres pays et que les autres pays pourraient utiliser? Je vais donc passer la parole au Kyrgyzstan tout d'abord et ensuite le Lesotho pourra nous donner leur réponse. Bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Je suis consultante de Belge au ministère de l'Éducation et je suis restée en contact étroit avec le ministère de l'Éducation du Kyrgyzstan. Je vais répondre à la première question, ce qu'on aurait peut-être fait différemment. Je dirais que nous ne changerons rien.
все определил нам недостатки, и мы выработали вот именно приоритеты развития системы дошкольного. Là où il y avait des carences qui ont été identifiées, nous avons donc pu développer une approche exhaustive qui a donné les fondements de notre travail avec sur l'EPE et qui incluait à la fois l'évaluation et le financement, ainsi que le suivi. Ah, désolé, je pense que nous attendons que la République du Kirghizistan soit en ligne. Miss Baiwetova, je pense que vous essayez de parler. Est-ce que vous nous entendez? Nous ne vous entendons pas. Je pense que si vous voulez partager quelque chose, il faut allumer votre micro. Je pense que nous avons donc des difficultés avec le Kirghizistan. On va passer au Lesotho. Alors, qu'est-ce que nous ferions différemment? Allez-y, Medineo. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, absolument. Allez-y. It's Metudo, not Tineo. Je ne pense pas qu'on voudrait faire vraiment quoi que ce soit de différent. Nous sommes en fait très reconnaissants de l'appui que nous avons reçu jusqu'à présent. Ce qu'on aurait souhaité, c'est en fait de commencer plus tôt que par rapport à ce qu'on a fait. En particulier, rassembler toutes les parties prenantes, avoir l'opportunité de faire une analyse des différents déficits ou se focaliser sur aussi un environnement propice. On voudrait, si on veut faire progresser l'éducation de la petite enfance au Lesotho et réaliser les buts de l'ODD 4.2, c'était fait de ça on aurait souhaité ça. Merci, May. Pendant que vous êtes en ligne, est-ce que je peux vous poser une deuxième question? L'un de nos participants aujourd'hui voudrait savoir quelle est la structure. Est-ce que les parents et les gardiens des enfants paient pour la scolarisation des enfants de la petite enfance? Nous avons 2 méthodes pour l'EPE. Pour les enfants de 3 à 5 ans, nous avons des centres qui sont privés. Les parents payent pour que leurs enfants puissent aller dans ces centres ECCD. Ça, c'est de 3 à 5 ans. Il y a bien sûr certaines classes qui s'occupent des enfants de 5 ans qui sont en fait financés par les gouvernements. Les enseignants sont des salariés du gouvernement et tous les manuels, bien sûr, sont donnés par le gouvernement. Ça, ce sont des classes qui sont rattachées aux écoles primaires où il n'y a pas de prévision de dispositions ECCD de bonne qualité et donc on cible les communautés vulnérables à Lesotho. Nous avons aussi
quelque chose qu'on appelle home base, donc basé à la maison. Et il n'y a pas, dans ces cas-là, ce sont des services qui sont gratuits, mais ce sont des services qui ne durent pas très, très longtemps. Ah. Allez-y, continuez. Allez-y. Я, наверное, могу сказать, в Кыргызстане у нас тоже 200 школ. Практически сейчас Кыргызстан работает на равный доступ к охвату. Dans les écoles les écoles préscolaires de 3 à 5 ans, eh bien, les enfants peuvent passer toute la journée là-bas. Les parents payent 50% du coût de l'alimentation pour les enfants. Et nous avons des programmes de 3 heures pour le développement de la petite enfance. Et ça, c'est gratuit pour les familles. Nous avons également un programme au niveau national. C'est un programme de préparation pour le développement de la petite enfance pour les enfants de 3 à 7 ans. Et les enfants sont là-bas pour 3 ans, mais ne sont pas alimentés. Извините, пожалуйста, можно ответить от меня? Pour répondre au nom du ministère de l'Éducation de la République du Kyrgyzstan, qu'est-ce que nous changerions si on devait recommencer encore une fois? Eh bien, on ne changerait rien. Je voudrais réitérer ça. Nous avons fait une analyse très poussée et donc les avantages ainsi que les inconvénients, les plus et les moins, nous les avions analysés. Maintenant, nous développons une stratégie pour le PE et nous avons décidé de continuer ceci et nous sommes axés sur les résultats. Quand on parle de financement par enfant, eh bien, nous en avons discuté au départ et au départ, on allait évaluer l'efficacité de ces fonds investis et à l'heure actuelle, nous finançons des groupes d'enfants. On considère aussi des groupes d'enseignants, pas des enseignants individuels. Et si nous adoptons un financement par capita, le financement va suivre chaque enfant de l'éducation préscolaire, là où cet enfant ira, dès le début. Donc, nous espérons que 80% des enfants vont être couverts et donc nous espérons que ces fonds seront donc alloués et utilisés de manière efficace. Parfait, merci. Autre question, je pense, pour les deux pays. On va commencer peut-être par Lesotho, qui va nous répondre d'abord. Un des participants demande, de votre point de vue, dans votre pays, donc, nous savons que c'est en fait difficile pour les gouvernements d'affecter des gros budgets pour l'éducation préscolaire. Donc, de votre expérience, qu'est-ce que vous recommanderiez aux autres gouvernements pour pouvoir allouer des budgets supérieurs? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire d'après votre expérience pour que ça se produise? Lesotho, si vous voulez bien commencer pour répondre, s'il vous plaît. Christine, j'aimerais en fait répondre à la question, si vous me le permettez. Oui, allez-y, Frédéric. Je vois que le ministère est en ligne aussi, mais allez-y. Non, bah, dans ces cas-là, je vais les laisser répondre. Alors, allez-y.
C'est une question très difficile, en particulier parce que nous avons 3 ans, il y a 3 ans à venir, nous faisons face à une pandémie. Notre ministre était très engagé par rapport à ça, mais à part le plaidoyer, c'est très difficile. Je pense surtout le plaidoyer pour que les décideurs, les politiciens, que les politiques perçoivent bien l'importance de l'éducation de la petite enfance. Ça, c'est très important. Peut-être que Frédéric peut intervenir et peut ajouter quelque chose. Oui, peut-être que vous pourriez, voilà, couper votre micro. J'ajoute, je me fais l'écho pour dire que ça a été très difficile de faire le plaidoyer pour une plus grosse enveloppe budgétaire et pour faire avancer l'EPE. On continue à faire ça en montrant les faits et l'impact de l'importance de l'EPE. Si c'est en fait mis en œuvre avec des actions de qualité. On essaye aussi de notre côté, l'UNICEF, de fournir un appui non seulement technique, mais aussi financier pour montrer ce qui peut être fait, comment ça peut être fait et quel impact on peut obtenir. Le calendrier BELT a coïncidé avec le développement ASE et ça, c'est quelque chose qui a été très utile parce que nous avons pu soutenir ces analyses du sous-secteur et nous avons pu observer les affectations de fonds par rapport à cela. Et en même temps, nous avons pu créer une certaine conscientisation des structures, une plateforme pour voir si si on faisait ça, combien ça coûterait? Dans le cas du Lesotho, c'est quelque chose qui a été très utile d'avoir véritablement des chiffres avec lesquels on peut travailler. Et comme ça a été présenté, 0,4%, ça représente 0,4% du budget de l'État qui était en fait pour le PE et on est passé à 4% qui est en fait en dessous des 10% du PIB que l'on recommande. Donc, c'est en fait une limite minimum pour l'investissement dans dans le PE. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été très utile d'avoir une cible vraiment concrète, une idée concrète en termes d'estimation des coûts pour pouvoir décider oui ou non. Et aussi, que se passerait-il si c'était le cas? Donc maintenant, en intégrant ça en tant que priorité essentielle dans la planification du secteur de l'éducation, dans ces cas-là, bien sûr, il faut attacher des coûts, un budget, et penser d'où ce budget va venir. Une partie de ce budget peut venir de sources externes, mais aussi on veut bien sûr que le ministère puisse s'approprier ces initiatives ou tout au moins qu'on vienne graduellement de passer de 0,4 à 0,8 à 2% du budget de l'éducation qui soit effectivement versé à ce sous-secteur pour pouvoir arriver à ces cibles d'ici 2030. Donc voilà ce que je peux ajouter de mon point de vue. C'est quelque chose qui a été difficile. C'est un travail qui continue. Ça fait 1 an depuis que nous avons eu cet atelier au mois de juin 2019. On a créé beaucoup de visibilité par rapport à ça, pas uniquement ça, mais aussi on a fait pas mal de travail. Le ministère a fait pas mal de travail et nous sommes très heureux de les appuyer, d'engager d'autres parties prenantes pour avoir une mise en œuvre de ce nouveau PSE remanié et pour inclure toutes les parties prenantes, y compris le PME et d'autres. Mais le ministère a besoin de montrer l'exemple, de montrer qu'il y a un engagement vis-à-vis de tout cela. Merci. It,
Now over to Kyrgyz Republic, and just note that we are almost. Nous arrivons à l'issue de notre séance. Nous avons toutes sortes de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre immédiatement, mais je repasse la parole au Kyrgyzstan. Pour répondre à cette question-ci, eh bien, nous allons répondre comme suit. Au Kyrgyzstan, nous avons une disposition et volonté politique pour élargir le programme BELTS. Nous travaillons de façon proactive. Le président a pu cette idée, les ministres également, et les gouvernements locaux également sont tout à fait pour. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, ils souhaitent trouver des donateurs, l'on construit des écoles maternelles, l'on finance l'infrastructure et encore une fois, ils souhaitent participer, ce gouvernement, de façon proactive pour que les parents également, pour qu'il y ait des opportunités égales d'accès à l'école et que les enfants puissent aller et fréquenter le préscolaire. Je remercie d'ailleurs les donateurs de ces travaux au niveau de BELTS qui nous apportent les méthodologies, les indicateurs également et nous permettent d'élaborer et d'identifier les priorités pour les systèmes de PE. Nous informons également le grand public de ce que l'EPE représente. Elle est importante pour le ministère des Finances en République, c'est-à-dire dans notre pays. Nous apportons également des fonds à cet effet et la société dans son ensemble et le gouvernement appuient l'expansion du système d'EPE. Merci. Très bien, merci. Il va falloir que je mette fin à notre webinaire. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez nos informations, nos coordonnées concernant BELTS, mais il y a toutes sortes de questions qui nous sont parvenues. Sachez que nous allons répondre à vos questions. Les équipes qui en sont chargées vont vous envoyer les réponses par mail, ainsi que tous les documents que vous avez demandés. Vous allez recevoir un hyperlien de l'interprétation de ce webinaire, ainsi que des documents, donc, dans les 3 langues. Si vous souhaitez davantage d'informations sur BELTS, vous voyez à l'écran l'hyperlien pour le GPE, pour toute information sur BELTS et pour chaque pays qui a participé à BELTS, nous avons un blog. Le Lesotho, le Ghana et la République kirghize ont effectivement un blog sur leur expérience et les enseignements tirés de BELTS. N'oubliez pas de vous y rendre et de vous en servir. Vous pouvez avoir accès grâce à ces hyperliens. Merci de votre participation. Je sais que nous avons des participants du monde entier. Merci d'avoir pris sur votre programme chargé du matin, du soir, de l'après-midi pour venir nous rejoindre. Soyez en bonne santé, restez-le et merci encore une fois de votre participation. Tous nos meilleurs vœux vous accompagnent.